« 1890 à Paris. C'est le début de la belle époque, qualificatif donné avec nostalgie à la vingtaine d'années ayant précédé la Première Guerre mondiale par ceux qui ont vécu après. C'est la belle époque pour les catégories sociales qui profitent du développement économique et du rayonnement scientifique, artistique, culturel du pays. Mais en Touraine, « 1890 en Touraine, dans le hameau de la Vauvellerie, à Possé-sur-Cisse, c'est l'année de la naissance d'Albert Paquier. C'est le troisième enfant d'Eugène et d'Henriette Paquier. Lui est vigneron, elle, déclarée sans profession dans les tables de recensement. Huit ans plus tard, à 300 km de là, à Saint-Bérin-sur-Deûne, à quelques kilomètres du Creusot, née Marie Folot, fille de Jean-Baptiste, mineur, et de Marie, sans profession. Albert effectue sa scolarité primaire à Possé. C'est un bon élève, la qualité de l'écriture dont il sera question plus loin en témoigne, mais surtout, le 21 juin 1902, à 12 ans, il est reçu au certificat d'études primaires. À cette époque, les instituteurs de la classe de fin d'études ne présentaient à l'examen que leurs bons élèves, ceux qui avaient les capacités pour être reçus et faire ainsi honneur à leur enseignant. Le jeune Albert est de ceux-là. Immédiatement, il entre dans la vie active, mais, fils de paysan sans formation professionnelle, il n'a pas le choix. Comme il l'indique dans un texte manuscrit non daté, « Dès l'âge de 13 ans, j'ai été domestique, et ce jusqu'à la guerre de 1914. » Pour Albert et Marie, les premières années de la vie sont sans doute très éloignées de ce que l'on met sous l'expression de « belle époque ». À partir de 1911, commence alors, pour Albert Paquier, une longue période militaire de 8 ans, avec d'abord le service national, puis la guerre 1914-1918. Celle-ci ne sera interrompue que de novembre 1913 à juillet 1914 par un bref retour à la vie civile. Depuis la loi de 1905, l'incorporation est fixée à 21 ans et la durée du service militaire à 2 ans. Celle-ci sera portée à 3 ans en juillet 1913. Appartenant à la classe 1910, Albert est incorporé le 7 octobre 1911 au 131e régiment d'infanterie à Pithiviers. Son livret militaire garde la trace d'un jeune homme d'1,68 m, aux yeux bleus, au visage osseux et aux cheveux châtain clair. Il est précisé qu'il sait lire et écrire, est titulaire du certificat d'études, mais qu'il ne sait pas nager. Sous le soleil brûlant de l'Algérie, notre étendard flottait calme et vainqueur, au cri d'appel de la mère patrie, du nord il vole affronter la rigueur. En août 1912, il est intégré au 3e Zouaves. Ce régiment, créé en 1852, est affecté à la région de Constantine comme unité de la force locale de maintien de l'ordre. Albert y intègre une section de mitrailleuses.
l'une des premières créées par l'armée française. Sur l'une des photographies laissées à sa famille, il figure, parmi une vingtaine de camarades, en bas à droite, tenant une bande de munitions. Les mitrailleuses sont des Saint-Étienne modèle 1907. Chacune pèse près de 57 kg et doit être servie par 5 hommes. Un caporal chef de pièce, un tireur, un chargeur et 2 pourvoyeurs de munitions. Très précises, mais trop sensibles à la poussière et à la boue, elles seront remplacées par des Hotchkiss. De ce séjour, il a rapporté et gardé toute sa vie une brochure d'une trentaine de pages sur Constantine et ses environs, et une douzaine de cartes postales de différents formats. Une collection de paysages exotiques pour montrer à ses proches et peut-être nourrir sa nostalgie. Mais ses vues des gorges du Rumel, de Philippeville, d'une Palmeraie et de la ville où il est cantonné ne témoignent-elles pas d'abord d'une curiosité pour cette région où il est contraint de séjourner? C'est peut-être vers son carnet de chant, dont il noircit les pages de couplets et de dessins, qu'il convient de se tourner pour en savoir un peu plus. 191 pages, 70 textes de chansons ou de monologues, parmi lesquels le lecteur trouve, sans surprise, une majorité de bluettes sentimentales ou humoristiques. Par contre, il est des textes qu'il est plus surprenant de découvrir dans ce recueil. Ils témoignent des sentiments complexes qui peuvent animer Albert, ainsi que les jeunes recrues qui effectuent une part de leur service en Afrique. Un patriotisme jamais démenti cohabite avec une rancune certaine envers l'encadrement militaire. Eh bien oui, c'est aujourd'hui qu'on me libère, et cependant je n'ai pas envie de chanter. Demain je ne serai plus militaire, je serai un homme, j'aurai ma liberté. Oui, je serai quelque chose, non une bête. Je m'en irai par n'importe quel chemin. Je vous salue, mais je ne vous tends pas la main. Hein? Vous dites que je n'aime pas la France? Sans regret, je me ferai tuer demain pour elle. De même, le regret de l'Afrique peut faire contrepoint à la nostalgie du village d'origine, de la famille et de l'ennui de la vie militaire. Quand la sanglante pluie des automnes brumeux couvre de son brouillard les rues toutes assombries, une vision lente passe devant mes yeux et me fait regretter la terre d'Afrique. Je pleure son soleil aux rayons éclatants, ces douces nuits de rêve des campagnes dorées. Ami, bientôt le soleil de France apparaîtra à nos yeux éblouis. Depuis 2 ans, je n'ai pas revu mon village. Depuis 2 ans, je n'ai pas revu mes parents. Oh oui, souvent, j'en ai pleuré de rage. Je voulais même déserter le régiment. Si nous ne sommes pas étonnés par l'admiration pour les exploits passés des zouaves exprimés dans les champs militaires, nous sommes plus surpris par la mise en cause du bien fondé de la présence française en Afrique. Mais cette brousse qu'on a ravie aux Marocains, c'est leur patrie. Alors pourquoi devons-nous aller sur leur sol pour le leur voler? Assure-moi que nous combattons rien que pour la civilisation. Votre or et vos bijoux ne charment pas ma vue. J'aime mieux vivre en paix sur le sol africain que d'aller parcourir vos villes corrompues. Ici, en travaillant, nous gagnons notre pain. Pourquoi changerions-nous l'ordre de la nature créé par un Très-Haut qui guide la nature? Restez dans vos pays,
mais je vous en conjure, et laissez vivre en paix la fille du désert. Début novembre 1913, Albert Paquier retrouve la Touraine avec un certificat de bonne conduite sous les drapeaux, une première formation de mitrailleur et sans doute beaucoup de souvenirs exotiques à partager avec les siens. Le 1er août 1914, face à la situation internationale de plus en plus menaçante, la France décrète la mobilisation générale. Le 2, Albert Paquier est mobilisé, et le 3, le jour de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, il est affecté vraisemblablement au 66e régiment d'infanterie de Tours. Il prend part à l'ensemble du conflit, et même au-delà, puisqu'il ne rentrera à Saint-Ouen qu'en août 1919. Sur le déroulé des événements, entre août et septembre 1914, nous n'avons aucune certitude. Cependant, il est permis de penser qu'Albert Paquier fait partie du 66e régiment d'infanterie qui part de Tours le 5 août et qui est engagé en Lorraine, dans les combats autour de Nancy, puis en Champagne, lors de la bataille de la Marne, avant de gagner la Belgique fin septembre. En novembre 1914, il participe à la première bataille d'Ypres. En effet, son carnet militaire indique qu'il est blessé le 5, à la jambe droite par un éclat de grenade, à Langemar-Poelcapelle. Transféré à l'hôpital de Saint-Brieuc, il poursuivra sa convalescence au dépôt de Guingamp jusqu'au 31 décembre de la même année. Du 17 juin au 8 juillet 1915, il est à Biard, dans la Vienne, au centre d'instruction de mitrailleurs. Le 26 juillet 1916, il est évacué du front pour maladie, sans que le carnet militaire permette d'en savoir davantage. Un mois plus tard, il intègre le 224e régiment d'infanterie. C'est au sein de cette unité qu'il participe, en 1917, à l'offensive du chemin des Dames, dans le cadre de la seconde bataille de l'Aisne. Son comportement, le 3 juin, lui vaut une première citation à l'ordre du régiment, comme très bon mitrailleur qui s'est particulièrement distingué à la Faux, commune de l'Aisne à proximité du chemin des Dames. La seconde moitié de l'année 1918 est la plus riche en informations. Le 8 juillet, Albert Paquier est classé tireur d'élite lors d'un concours de tir. Le 20 juillet, il est intoxiqué par gaz au cours d'opérations militaires dans l'Aisne, à Saint-Rémy-Blanzy, lors des contre-offensives françaises pour arrêter les attaques allemandes. Il est soigné à l'hôpital de Dieppe jusqu'à la fin du mois de juillet. Maintenu en service armé, il en gardera une invalidité et sera suivi médicalement comme en témoigne le résultat d'un examen pulmonaire datant de 1931. Début octobre, il est de retour au front, sans doute en Belgique, et se distingue une première fois le 4, où il a maintes fois réussi à mettre en batterie et combattre les mitrailleuses ennemies qui gênaient la progression. Puis une seconde fois le 22, lorsqu'après un bombardement par obus toxiques où avaient été gazés son chef de section et son chef de pièce, il a pris le commandement de la section et a réussi à maintenir l'ordre le plus absolu. C'est à la suite de ces faits d'armes
et de cette seconde citation que le deuxième classe Paquier est promu caporal. Après l'armistice, Albert Paquier fait partie de l'armée d'occupation en Allemagne dans la région du Palatinat, qu'il ne quittera que le 6 août 1919. 2 jours après, au dépôt du 66e régiment d'infanterie, il est placé en congé de démobilisation et mis en route isolément sur Saint-Ouen, André-Loire. À 29 ans, il a effectué 2 ans de service militaire, plus de 4 ans de guerre et près de 9 mois d'occupation en Allemagne. Titulaire de la Croix de guerre avec une étoile de bronze et une d'argent, d'un insigne en or de mitrailleur d'élite, il recevra la médaille militaire suite au décret d'octobre 1930. Lui qui, en 1910, ne devait pas avoir franchi les limites du canton d'Amboise, a découvert l'Afrique du Nord, la Belgique à 2 reprises et l'Allemagne. Sans doute revient-il fortement marqué physiquement et psychologiquement par les opérations militaires auxquelles il a participé. On rêverait de disposer de quelques lettres de sa main pour percevoir son état d'esprit après avoir traversé et survécu à de tels événements. Aucun document ne nous permet de savoir comment s'est déroulé le retour à la vie civile d'Albert Paquier. Le recensement des Odoniens de 1921 indique qu'il est domicilié à la ferme de Gerbaud comme ouvrier agricole, où sa sœur Eugénie a servi comme domestique quelques années plus tôt. Le château abrite à cette époque Jules Gauthier, alors conseiller d'État et maire de Saint-Ouen, son épouse Adrienne et 2 de leurs enfants. Le 3 janvier 1923, un contrat de travail est signé entre Jules Gauthier et Albert Paquier pour du travail à façon dans les vignes relevant de Gerbaud. Le lecteur est frappé par la précision avec laquelle sont décrits les travaux commandés ou envisagés, ainsi que le montant des rémunérations. La durée du contrat indique « tant que M. Paquier sera locataire des terres de Gerbaud ». Peu après la signature de ce contrat, le 27 janvier, Albert épouse à Paris, dans la mairie du 16e arrondissement, Marie Follot. Il a 32 ans, elle en a 24. Elle est cuisinière chez Eugène Paul Vitry, conservateur du musée du Louvre et professeur à l'école du Louvre. La signature de ce dernier figure avec celle de Marie-Marthe Gauthier, née Searles, sur l'acte de mariage. Marie vient de la région du Creusot. Elle a passé son enfance dans un milieu de mineurs de charbon. Elle est sans doute montée à Paris pour trouver une place. Où a-t-elle fait la connaissance d'Albert? Vraisemblablement à Gerbaud, lors des séjours de ses employeurs chez leur père ou beau-père Jules Gauthier. Au recensement de 1926 et 1931, le couple est déclaré à Gerbaud et Albert est mentionné comme fermier patron. En fait, il a été régisseur des terres de Gerbaud de 1923 à 1933. Sur les plans du 19e ou du début du 20e siècle, il apparaît que, si les terres aux abords directs du château sont des terrains d'agrément, les autres sont essentiellement constitués de parcelles viticoles. Nous comprenons dès lors les motifs qui ont conduit Jules Gauthier à définir avec autant de précision les soins à apporter à la vigne dans le contrat d'embauche d'Albert.
En 1936, les paquiers sont répertoriés aux Souchardières, et Albert enregistré désormais comme propriétaire exploitant. En effet, le 12 octobre 1931, le couple Paquier avait acheté au couple Tanneur une maison sise à la Haute-Souchardière, commune de Saint-Ouen-les-Vignes, comprenant 2 chambres à feu, dont une avec four dedans, grenier au-dessus. Une grange avec cellier en appentis, dans lequel sont 2 cuves en prime, terre derrière et autour des bâtiments. Le tout d'un tenant contenant 26 arts, 62 centiares. Une écurie, sise au même lieu et commune, terre derrière et à côté, contenant 8 arts, 35 centiares, avec un puits dans cette parcelle. L'installation électrique est faite dans la maison, seul le compteur est apposé. Dotée de cuves en pierre pour la vinification, c'est une maison de vigneron. Elle possède encore aujourd'hui, au fond de la grange, un pressoir circulaire à vis centrale verticale. C'est une construction ancienne, vraisemblablement du XVIIe siècle, actuellement dissimulée sous une façade du XXe. Le sol du grenier était constitué de poutres horizontales, reliées par des lattes de châtaignier recouvertes de terre glaise, et la charpente, revêtue de tuiles plates. Les murs de pierre jointée de 70 cm ont gardé leur épaisseur d'origine. Désormais, le couple est à son compte sur une exploitation de viticulture qui est agrandie au cours des années par achat de terre en 1932, 1934 et 1949. Albert est viticulteur et Marie assure toujours la cuisine lors des séjours des Vitry à Saint-Ouen. Elle élève également, comme le montrent certaines photos, des animaux, lapins, chèvres. En 1927, l'un des gendres de Jules Gauthier, nommé gouverneur de la concession française de Hankou, lui propose de l'accompagner en Chine comme cuisinière. Elle refuse cette proposition par peur d'une telle aventure au bout du monde. Dans les années 60-70, elle assurera la cuisine au château de Saint-Ouen pour les colonies de vacances. Sur la période qui suit les années 30, des photographies, des articles de presse, des livres, quelques lettres, une carte postale permettent tout au plus d'énumérer les centres d'intérêt qui rythment la vie du couple. S'esquisse une vie organisée autour des travaux des champs, des animaux, des réunions familiales, des relations avec les occupants de Gerbaud et du Maurier et d'un lien étroit avec la religion catholique. En effet, missel, recueil de cantiques, petits paroissiens romains, nombreuses images pieuses, comme il en était donné autrefois à l'occasion de célébrations particulières, font référence à une pratique religieuse régulière. Le ménage n'a pas eu d'enfant, mais Marie semble avoir laissé auprès de ceux qui étaient jeunes dans les années 50 l'image d'une mère auprès de laquelle on pense spontanément trouver douceur et affection. C'est bien l'impression que laissent d'elle les photographies. Moment de rassemblement des familles, occasion de repas pentagoméliques, les mariages figurent en bonne place des événements exceptionnels qui bousculent la vie ordinaire. Chacun revêt alors ses plus beaux vêtements afin de figurer à son avantage sur les photos de mariage. Les paquets nous en ont laissé 4. Sur les 2 plus anciennes, nous savons peu de choses. Les 2 autres datent, l'une de 1933, l'autre de 1935. La première est prise à Saint-Ouen, devant l'auberge au point du jour, tenue par Madame Maoudot. La seconde, à Château-Renaud. Les menus de ces mariages nous rappellent que si la vie familiale était généralement frugale, les repas de fête, où les hôtes devaient tenir leur rang, offraient l'occasion de véritables festins. Comme en témoigne la conservation des avis de décès de Jules Gauthier, de sa femme, de Paul Vitry, des photos du mariage de Jean-Paul Vitry, ou une carte postale des années 20 signée de Marthe-Marie Vitry, l'attachement des Paquier à la famille de Jules Gauthier et de ses descendants reste fort. Ponctuellement, des photographies évoquent des moments de relâchement dans le labeur quotidien ou d'intimité familiale.
Ainsi le couple devant leur maison avec leur chien, sur les marches du perron, ou devant une bordure de glaïeul. On y voit aussi Albert de retour de la chasse avec chien et chat, et Marie nourrissant un chevreau au biberon. On peut encore y voir Albert qui s'apprête à étancher sa soif avec un verre de vin. Le couple avec de la famille ou des proches, en avis de fête ou de travail. De ces moments figés par un photographe, pris sur le vif ou en pause, l'observateur retient le sourire de Marie et la bonhomie d'Albert. Albert décède le 14 mai 1956, peu après avoir pris sa retraite, dont il n'a perçu qu'un mois de pension. Marie meurt une vingtaine d'années plus tard. Ces derniers mois ont été affectés par un différend concernant le remembrement. 3 brouillons de courrier au président de la commission expriment son sentiment de spoliation et son refus d'une décision prise sans son accord. Sa disparition à 77 ans, le 9 décembre 1975, a dû clore l'affaire. Elle repose avec Albert au cimetière de Saint-Ouen-les-Vignes. La vie de Marie et d'Albert est représentative de celle des couples d'agriculteurs dans la France rurale de la première moitié du XXe siècle. Importance du catholicisme, lien avec les grands propriétaires locaux, implication dans les grands événements mondiaux de leur époque, à savoir la colonisation, la guerre et l'aspiration à l'indépendance en accédant au statut de propriétaire exploitant. Marie, dans ce film, n'a pas autant de place que son conjoint. Ce n'est pas un parti pris de l'auteur, mais le tribut de la documentation disponible pour chacun d'eux. À l'époque de Marie et d'Albert, la place de chacun dans la société en fonction de son genre offrait plus d'opportunités de laisser des traces à l'homme qu'à la femme.